Je me présente, moi c'est, Jean-Charles Guimard, je travaille à la ville de Strasbourg, à la direction de l'enfance et l'éducation et je suis en charge du projet Cours Oasis et je voulais juste, prendre 2-3 minutes pour, donner quelques informations générales sur, l'avancement de ce projet Cours Oasis qui a déjà permis de transformer 33 cours, d'école depuis, 2020 et l'année prochaine, 18 nouvelles cours, d'école seront, livrées pour la rentrée 2024-2025. Donc voilà, on a atteint un bon rythme de croisière pour, arriver à transformer 65 des écoles, d'ici 2026 et on profite, voilà, du réaménagement des cours d'école pour répondre d'abord à des enjeux climatiques et on les réaménage également sous 2 angles principaux. Le premier angle, c'est la reconnexion des enfants à la nature et le deuxième prisme suivant lequel on réaménage les cours d'école, c'est, l'angle de l'égalité filles-garçons pour faire de ces cours d'école des cours qui soient plus égalitaires, vis-à-vis des enfants. Et donc cette conférence s'inscrit dans un cycle de conférences qu'on mène avec, Éco-Conseil dans cette phase de sensibilisation et de facilitation de la démarche et on en est à ce 4e webinaire et je suis très heureux, d'accueillir, Lucille Biarotte pour, qu'on puisse être sensibilisés tous sur la question de l'égalité filles-garçons dans les cours d'école et j'espère que cette conférence aura autant d'impact, qu'elle a déjà eu auprès de moi lorsque j'ai été sensibilisé moi, sur la question de l'égalité femmes-hommes dans l'espace public. Voilà, je te laisse la parole, Lucile. OK, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Jean-Charles. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on aborde le sujet effectivement du genre dans la cour d'école. Donc j'avais proposé d'intituler cette conférence La cour d'école, un microcosme genré, parce que déjà les cours d'école ne sont que le reflet finalement de tout un tas de choses qui se jouent à l'échelle des espaces publics en général. Donc ça, je vais en reparler un peu en détail. Et la question de comment on mesure ces inégalités spatiales entre les filles et les garçons pour dessiner des cours Oasis égalitaires. On y viendra plutôt à la fin. Je pourrais vous expliquer quelques méthodologies utilisées actuellement, et notamment que Jean-Charles Guimard et toutes ses équipes et partenaires divers et variés essayent de mettre en œuvre de plus en plus. Alors, pour ma part, je m'appelle donc Lucille Biarotte, je suis directrice conseil associée dans une agence qui s'appelle Très Clair, qui est une agence de concertation et d'urbanisme inclusif. Et en fait, j'ai fait une thèse sur les questions de genre en urbanisme, dans l'urbanisme français en particulier. Et depuis que je suis arrivée chez Très Clair, donc il y a 2 ans, juste après avoir fini ma thèse, j'ai commencé à développer à la fois des formations sur cette thématique pour les urbanistes, parce que nous, on est une agence de concertation en urbanisme à la base, et ensuite, voilà, des formations, des accompagnements, ce qu'on appelle assistance à maîtrise d'ouvrage sur des projets. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à former une bonne partie des équipes techniques de la ville de Strasbourg cette année, que ce soit les services de rénovation urbaine, des différents services territoriaux, des urbanistes, des ingénieurs, des architectes, des paysagistes. On a fait à peu près entre 60 et 80 personnes formées. Et c'est comme ça qu'on a rencontré Jean-Charles et qu'on s'est dit qu'il fallait peut-être aller appuyer un peu plus sur ce sujet-là pour les cours d'école OS. Voilà, très globalement. Donc, voici le programme que je vous propose ce soir. Déjà, revenir sur des liens un peu généraux entre les espaces et les inégalités de genre, parce que quand on n'a jamais eu l'occasion de réfléchir à ce sujet, on ne se rend pas forcément compte du lien. C'est pas forcément évident. Donc, souvent, avoir quelques exemples concrets, ça permet de se dire: «Ah oui, c'est ça et effectivement, je le vis tous les jours». Donc déjà, je vais commencer par ça. On va parler d'espaces sportifs, de sentiments d'insécurité dans les espaces publics, voilà, enfin des mobilités, différences de mobilité. Ensuite, voilà, je vais juste vous expliquer le cadrage un peu national à ce niveau-là et qu'est-ce qui se passe à l'échelle nationale, parce qu'il n'est pas que Strasbourg qui se pose ces questions-là, c'est très important à souligner. Donc voilà, je vais vous dire qu'effectivement, il n'y a pas que Strasbourg qui se pose ces questions-là, ce n'est pas juste un sujet local.
Et puis, après, on va passer sur le rôle de l'institution scolaire dans la perpétuation des inégalités entre les filles et les garçons, parce que oui, les adultes y sont pour beaucoup aussi. Et enfin, pourquoi intégrer ces constats dans le réaménagement des cours de récréation? Quel est l'apport? Quel est l'intérêt? Et on pourra, je pense, plutôt pendant la partie discussion, échanger sur différentes méthodes qu'on peut mettre en œuvre pour analyser le phénomène et essayer de les réorganiser, de le rééquilibrer. Voilà, je vous donnerai pas mal de ressources pour aller creuser le sujet. C'est parti. Donc, quels sont les liens généraux entre les espaces et les inégalités de genre? Déjà, pour vous faire un cadrage un peu générique, on va dire. Et je vais commencer par les espaces sportifs qui ont pas mal de points communs avec les cours d'école, histoire de commencer quand même avec quelque chose d'assez proche. On a des géographes, notamment des géographes françaises, dont Edith Marié-Jouls, qui est vraiment une des spécialistes de cette question-là, et qui a fait une thèse aussi sur l'accès aux espaces de loisirs dans la région bordelaise par rapport aux filles et aux garçons. Et elle s'est rendue compte dans ses travaux que 100% des garçons, enfin 100% des usagers et usagères de Citystad, excusez-moi, il y a un petit moucheron qui me tourne autour. 100% des personnes qui utilisaient les Citystad, donc ce sont les stades de sport, notamment football, mini-stades de foot et de basket, souvent c'est 2 en 1, dans des cages, bien souvent, étaient utilisés spontanément par des garçons. Donc 100%, ça peut sembler vraiment énorme, mais en gros, en moyenne, toutes les études à l'échelle française sur ce sujet arrivent autour de 90-95% de garçons. Voilà, peut-être qu'il y a 10-15 ans, c'était un peu plus de garçons. Donc ça, c'est pour les usages spontanés d'une infrastructure sportive en libre accès. Dans les pratiques sportives en général, que ce soit en libre accès ou en club, donc en club sportif, c'était 75% de garçons ou d'hommes. Et donc, ce qu'elle en concluait, c'était que on avait la majeure partie des budgets publics qui étaient consacrés aux espaces sportifs, aux aménagements sportifs et aux pratiques sportives, qui étaient en fait orientés pour les garçons, pour les hommes. Et en plus, une minorité d'entre eux, évidemment. Et qu'en plus, il y avait bien souvent des difficultés qui se rajoutaient pour les pratiques féminines, qui étaient déjà rares sur certains sports, et qui en plus, bien souvent, étaient assez mal accueillies, pas forcément encouragées par les clubs sportifs. Il y a toute une culture à faire dans le domaine du sport sur l'égalité, et bien souvent, on leur donne les créneaux les moins pratiques, les moins confortables. On les pousse quand il faut faire une compétition masculine, etc., etc. Donc bref, et puis sans parler des ambiances parfois pas forcément très sympathiques en termes de culture, de chansons, etc. Mais on a vu ces dernières années, par exemple avec les coupes de football féminines qui ont enfin été, enfin la dernière qui a été enfin retransmise à la télévision, malgré tout la visibilité des sports féminins, bah, ça crée de l'engouement auprès des jeunes filles, notamment pour le foot, pour d'autres sports qui sont encore très majoritairement masculins aujourd'hui. Et donc, bah, que la représentation dans les médias compte, mais aussi probablement sur les terrains de sport autour de nous. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que voilà, en général, on n'a qu'un tiers de fréquentation féminine, c'est ce que veulent montrer les petits camemberts à droite, que ce soit dans les pratiques sportives municipales en dehors des clubs ou en club. Donc vraiment, pour en plus des infrastructures qui sont financées par le pouvoir public, et ben là, on a un exemple en fait de comment l'argent public peut entretenir en fait des pratiques inégalitaires et une redistribution inégalitaire de l'argent en fait, de l'argent collectif. Et là, par exemple, donc j'ai en bas à gauche, j'ai une image d'une observation réalisée par Siobhan Guignon, qui travaille actuellement pour pour la ville de Strasbourg, et qui a fait toute une analyse dans ses mémoires de recherche sur les espaces sportifs dans plusieurs parcs à Strasbourg. Et donc là, l'année dernière, elle a travaillé sur le parc de la Citadelle. Et donc, elle s'était rendue compte, là, c'était sur un stade de basket, enfin, un terrain de basket en libre accès, en extérieur, dans le parc de la Citadelle, que voilà, on était à 90%, 95% d'usage masculin la plupart du temps. Et
et que voilà, on ne savait pas où les femmes faisaient du sport ou si elles en faisaient. Visiblement, c'est encore des pratiques assez inégalitaires. J'ai une autre petite photo en bas à droite qui sort du parc Henryville, parce que c'était un des cas d'études qu'on a fait pendant les formations en interne à la ville de Strasbourg. Et donc, vous voyez, c'est un petit détail d'un autocollant qui est sur un agrès sportif de musculation et donc de la marque Compan en l'occurrence. Je ne vais pas faire de publicité spécifique, je m'en fiche, mais là en l'occurrence c'est marqué dessus et on voit en fait ce qui est «amusant» entre guillemets, c'est que sur tous leurs, agrès sportifs, ils ont des espèces de petits bonhommes qui sont des espèces de petits musclores très masculins avec des corps extrêmement impressionnant en mode Superman, pour, montrer les exercices qu'on peut faire. Donc pas ultra inclusif d'un point de vue de la diversité des corps, montrés et en plus on sait, aussi par des analyses, des comptages, comme l'illustre la photo avec le monsieur qui fait, sa petite musculation derrière, que les agrès sportifs de musculation pure et dure sont quasiment exclusivement aussi utilisés par des hommes dans les espaces publics. Donc on est aussi sur, des réflexions actuelles sur quelle diversité d'agrès on propose typiquement pour ne pas faire que de la musculation dont on sait que c'est principalement dédié à un public masculin dans une tranche d'âge bien définie. Comment on fait pour diversifier les agrès sportifs mis en œuvre, mis en place dans les parcs et dans les espaces publics pour que ça serve à un peu plus de diversité de public en fait, y compris aux personnes âgées. Dans le parc Henryville, il y a des agrès sportifs qui ont été pensés pour un public plus âgé, personnes âgées, également, mais dans les faits, c'est très, très peu utilisé en fait. Ça reste quand même surtout des hommes assez jeunes qui utilisent ces agrès-là. Donc voilà, il y a des stratégies qui sont testées, mais on n'a pas toujours des résultats immédiats, qui vont avec. Un autre, lien général entre les espaces et les inégalités de genre, c'est l'écart de sentiment d'insécurité persistant, chez les femmes, en particulier dans les espaces publics et dans les transports en commun. Donc on a un sentiment, d'insécurité qui est assez inégalement réparti entre les groupes des hommes et les groupes des femmes et ça a tout un tas de conséquences en chaîne sur les modes de transport utilisés, sur les horaires de déplacement, sur la manière dont on s'habille également, dont on se prépare, les stratégies de contournement parfois. Donc il y a un certain nombre de femmes qui évitent certains lieux, qui n'ont pas envie de traverser à certaines heures et qui vont parfois se rallonger leur trajet pour éviter de passer dans une rue bien précise, dans un square bien précis, pour contourner des groupes d'hommes, parfois stagnants dans l'espace public, etc. Donc ça veut dire que les hommes et les femmes n'ont pas le même droit à la ville en général, ils n'ont pas accès aux mêmes opportunités, ils ne peuvent pas faire forcément les mêmes activités, etc. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est quelque chose de relativement universel, quel que soit, le pays où on étudie ce sentiment d'insécurité dans les espaces publics ou dans les transports en commun. On arrive quasiment toujours à un écart, d'environ 30 entre le groupe des hommes et le groupe des femmes. Là, par exemple, j'ai des chiffres, qui, sont sur l'Île-de-France, qui ont été produits en 2017 par l'Institut d'aménagement et d'urbanisme, qui s'appelle aujourd'hui l'Institut Paris Région et qui analysait depuis 2001 l'évolution du sentiment d'insécurité entre les femmes et les hommes. Et bon, ce qui est intéressant déjà, c'est que ça a baissé en région parisienne visiblement depuis une vingtaine d'années, mais quelle que soit l'année où on a des résultats, on a toujours entre 20 et 30 d'écart déclaratif, en tout cas entre les hommes et les femmes, en termes de est-ce que vous vous sentez en insécurité régulièrement dans l'espace public? Et si les personnes disent oui, elles sont comptabilisées comme sur le tableau. Et donc, voilà, les femmes ont beaucoup plus d'autocensure dans leurs usages des espaces publics, en partie à cause de ce sentiment d'insécurité, alors qui n'est pas inné évidemment, mais qui est largement, orienté par tout ce qu'on peut raconter, dès leur plus jeune âge aux enfants et aux filles et aux adolescentes. Hem En leur disant de faire attention quand elles sortent, de ne pas s'habiller de telle ou telle façon, de rentrer accompagnées le soir, de garder leurs clés dans leurs mains ou d'avoir une bombe, de spray, anti-agression dans leur sac, ce qui est formellement interdit, je tiens à le préciser. Heu, voilà, tout un tas de stratégies, que les femmes adoptent et qui aussi sont une forme de charge mentale, hein, dans un sens, pour le quotidien. Et les femmes, en plus, ont tendance à se rajouter de la charge mentale en étant,
par exemple, en adaptant beaucoup plus leur apparence au moment où elles sortent et aux secteurs où elles vont sortir. Également à paraître occupées, donc bien souvent des écouteurs, un livre, une revue, quelque chose à faire entre les mains, parce que quand on est une femme assise sur un banc sans rien faire, en général, on attire l'attention d'autres personnes et les sollicitations non souhaitées, particulièrement pour les jeunes femmes de moins de 25 ans. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi des stéréotypes qui jouent beaucoup, hein, sur ce sentiment d'insécurité parce qu'au final, ce qui est extrêmement paradoxal, c'est qu'on dit beaucoup plus aux filles et aux jeunes filles de faire attention dans les espaces publics et aux personnes qu'elles ne connaissent pas, alors que statistiquement, l'immense majorité des agressions envers les femmes, les agressions physiques et sexuelles, sont faites par des gens proches qu'elles connaissent dans le cadre familial ou de la maison, en fait. Les femmes sont beaucoup plus agressées par des gens qu'elles connaissent que par des gens qu'elles ne connaissent pas. Alors qu'à l'inverse, les personnes qui sont les plus victimes de violences physiques dans les espaces publics, ce sont les jeunes hommes, en fait. Donc c'est très paradoxal parce qu'on a toutes ces croyances autour de la sécurité des hommes et des femmes qui vont complètement à l'encontre des réalités et des chiffres. Ce qui ne veut pas dire que les femmes ne subissent pas de violences dans les espaces publics, mais elles en subissent notamment sous forme de harcèlement de rue, qui est aussi une forme de violence spécifique, un peu dans un continuum de contrôle de la place des femmes. Bien souvent, c'est un message social qui leur a envoyé qu'elles n'ont rien à faire à telle ou telle heure, dans telle ou telle tenue, à tel ou tel endroit, et qu'elles feraient mieux d'être chez elles. Voilà. Pour ce sujet-là, évidemment, tout cela a des conséquences sur les mobilités aussi, j'y ai déjà fait référence et ça s'accumule également avec des inégalités persistantes, liées, aux inégalités économiques et de rôle de genre, en fait, de répartition des rôles de genre dans les foyers. En fait, on a encore aujourd'hui aussi également une répartition très inégalitaire des activités rémunérées et non rémunérées entre les femmes et les hommes. Alors, qu'est-ce que j'entends par activité rémunérée? C'est le travail, autant au sens classique du terme, le salariat notamment. Alors que le travail non rémunéré, c'est-à-dire le travail de tâches ménagères, de tâches domestiques, de soins des enfants, de soins du foyer, etc., des personnes fragiles, tout ça, c'est du travail non rémunéré, ce qu'on appelle dans la théorie féministe du travail reproductif qui complète le travail productif. Et donc tout cela, évidemment, influence énormément les manières de se déplacer parce qu'aujourd'hui, statistiquement, l'INSEE montre encore que 80% des tâches ménagères sont faites par les femmes dans les foyers contemporains. Et donc, ça veut dire que notamment, ce sont les femmes qui vont faire bien plus souvent les accompagnements d'enfants à la crèche, à l'école, les accompagnements de personnes âgées ou handicapées chez le médecin, etc., etc. Donc là, vous voyez la petite image à droite, un exemple de mobilité, de chaîne de mobilité différenciée. Alors ça vient d'un document en anglais, mais qui a été fait par la ville de Vienne en Autriche, qui est une des villes vraiment à l'échelle internationale extrêmement en avance sur toutes ces thématiques-là. Et donc le petit schéma en haut qui illustre, voilà, on voit ma petite souris rouge là, mon petit pointeur. Donc ça illustre en haut les chaînes de mobilité, ce qu'on appelle complexes. Donc ça veut dire on part de chez soi, par exemple le matin, on va déposer un enfant à la crèche, puis un autre enfant à l'école, puis on va partir au travail. Bien souvent, quand on a de jeunes enfants, ça peut être du travail à temps partiel. Puis on va retourner chercher un des enfants, voir le deuxième, retourner à la maison, puis aller faire des courses, visiter une personne âgée par exemple, puis retourner à la maison. Et ça, ce sont des chaînes de mobilité statistiquement, en moyenne, typiquement féminines pour des femmes qui ont des enfants. Donc ce sont des chaînes complexes avec de multiples petits trajets qui sont bien souvent faits en transport en commun ou à pied et voilà, et qui sont très fractionnés dans la journée. Tandis que la chaîne de mobilité simple, on va dire, qui est celle qui est représentée en bas, c'est plus statistiquement une chaîne de mobilité masculine, en fait. Encore une fois, c'est statistique parce que les femmes jeunes qui n'ont pas d'enfants, leur type de mobilité ressemble plus à ce modèle-là, hein. Donc évidemment, il y a des variations au cours des stades de la vie et des différentes étapes familiales. Et donc on a des chaînes de mobilité un peu plus simples qui consistent davantage, hein, maison, travail, courses,
maison. Et là, en général, c'est plutôt fait à base d'infrastructures lourdes, que ce soit la voiture avec ses infrastructures routières, les transports en commun, mais plutôt du type RER, TER, Transilien, etc. Ou également tout ce qui est deux roues. J'entends un son de quelqu'un, hein. Le vélo, mais aussi les deux roues. Alors, le vélo, c'est encore très majoritairement utilisé par des hommes aujourd'hui, même si les pratiques sont plus égalitaires que pour d'autres modes. Mais tout ce qui est deux roues motorisées, scooter, moto, c'est extrêmement masculin. Et voilà, donc tous ces types de mobilité. Voilà. Évidemment, ce sont des moyennes et c'est plutôt valable pour des grandes villes, des métropoles. Voilà, j'avais mis une petite illustration qui aussi vient de Strasbourg avec des jeunes hommes qui font du vélo. Alors, en l'occurrence, c'est du BMX, c'est plus une pratique sportive acrobatique, c'est pas vraiment du transport, de déplacement en vélo, mais voilà, j'avais ça sous la main qui était à Strasbourg pour donner un petit exemple de pratique sportive, mais aussi de mobilité plutôt masculine. Alors évidemment, le vélo, il y a tout un sujet aujourd'hui sur comment rendre les pistes cyclables plus sécurisantes. C'est un gros travail. Je sais qu'à Strasbourg, vous êtes très en avance sur ce sujet et c'est toujours un plaisir d'observer les cyclistes ici. Bref, en tout cas, c'est une thématique, la thématique du genre dans l'aménagement et l'urbanisme qui se développe énormément à l'échelle française depuis 15-20 ans. Il y a eu beaucoup de publications qui ont eu lieu. Donc, par exemple, un guide méthodologique des marches exploratoires qui date de 2012, qui était à l'échelle nationale, fait par le comité interministériel des villes. Donc ça explique comment faire des marches exploratoires. C'est une des méthodologies féministes qui ont été développées pour que les femmes s'expriment davantage sur les espaces urbains. Il y a le travail de la ville de Paris avec les guides référentiels genre et espace public. Il y en a 3 maintenant. Il y en a un qui date de 2016, qui fait un cadrage très généraliste. Et donc, le guide référentiel numéro 3, qui est plus sur des pratiques que la ville de Paris a mises en œuvre vraiment très concrètement ces dernières années avec des exemples assez approfondis. Tout ça se retrouve, tous ces documents, ils se retrouvent en libre accès sur Internet très facilement. Il y a, par exemple, un travail sur les espaces publics, mais aussi sur l'habitat, en fait, qui a été produit par la ville de Villiers-le-Bel en région parisienne avec l'Agence nationale de la rénovation urbaine et Genre et Ville, qui est une des associations pionnières en France sur ces sujets. Donc ça aussi, c'est en libre accès sur le site de Genre et Ville, vous pouvez très facilement télécharger. Et là, c'est plutôt des exemples faits par des villes. Donc voilà, il y a des villes comme Angers, Bordeaux, Gennevilliers, Lyon, Paris, Rouen, Saint-Nazaire, Strasbourg, Villers-le-Bel, qui se sont penchées sur la question et qui ont des publications. Mais il y a aussi des agences nationales du type l'Agence nationale de la rénovation urbaine qui a fait ce guide sur l'approche égalitaire de l'urbanisme qui date de 2021, où ça parle du genre, mais aussi des questions d'âge, notamment public âgé. Et l'ADEME, ça c'est un travail auquel j'ai participé, qui est un carnet d'inspiration pour des territoires plus inclusifs dans le cadre de projets urbains et d'aménagement liés au développement durable. Et donc ça aussi, c'est un document assez court à lire avec plein de bonnes pratiques et de références que vous pouvez trouver en libre accès et qui lie aménagement urbain, approche inclusive. Il y a le genre, mais pas que. Il y a d'autres thématiques, le handicap, l'âge, les questions d'inégalité sociale liées aux classes sociales également, niveau de pauvreté, de richesse, etc. Et donc développement durable, aménagement et ces questions d'inclusion. Donc, il y a pas mal de ressources, comme vous pourrez voir, et je vais vous donner des ressources vraiment précises sur les questions de cours d'école à la fin. Strasbourg également, ça intéresse vraiment à ce sujet. Il y a un groupe de travail Genre et Ville qui existe en interne depuis plusieurs années. Il y a des sensibilisations, des formations qui ont lieu. Et ce qui nous concerne directement aujourd'hui, il y a plusieurs délibérations municipales qui mettent en place des plans d'action. Donc, il y en a un sur le plan piéton pour prendre en compte les questions d'égalité et d'inégalité, notamment sur les femmes et les hommes pour la marche en ville. Il y a une délibération municipale sur les cours d'établissement scolaire, donc c'est ce qui nous concerne directement. Et puis, dernièrement, il y avait d'autres sujets qui étaient abordés, mais on ne va pas forcément rentrer là-dessus. Question sur l'éclairage public, notamment, qui est très intéressante aussi. Alors, voilà, donc j'en arrive au rôle de l'institution scolaire dans la perpétuation des inégalités entre les filles et les garçons. Là aussi, je commence par des travaux de géographes françaises, directement pour vous donner des illustrations très concrètes.
On a des géographes et des sociologues qui analysent comment fonctionnent les cours d'école d'un point de vue genré, des différences filles-garçons, et qui en tirent des ressources vraiment hyper parlantes. Donc, les constats qu'on a faits, c'est que le genre, ça modèle vraiment les usages et les mobilités à l'intérieur de l'espace de la cour de récréation dès l'école primaire. Et on a des activités distinctes entre les filles et garçons dès l'école primaire. Ça peut même parfois commencer un peu plus tôt parce que on peut, dès la maternelle, avoir déjà des garçons qui veulent jouer au foot, ce genre de choses. Donc ça, c'est le premier constat et vous comprenez pourquoi j'ai voulu remettre ce constat de cours d'école dans un constat plus global, à l'échelle, des tous les espaces publics. Parce que les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils reproduisent ce qu'ils voient les adultes faire, hein, tout simplement. Donc forcément, ce sont d'abord les adultes qui sont responsables du fait que les enfants ont aussi des usages inégalitaires des espaces, partagés. En l'occurrence, eux, leur espace public principal, c'est la cour d'école parce qu'on ne les laisse plus tant sortir que c'est tout seul le reste du temps. Donc d'autres constats, c'est le fait qu'il y a un processus d'appropriation centrale souvent, bien souvent par quelques grands garçons de la cour d'école, alors qu'on a un processus d'évitement ou de contournement à la fois par la plupart des filles et par un certain nombre d'autres garçons, notamment les plus jeunes, les plus petits ou encore ceux qui n'aiment pas certaines activités typiquement masculines comme le football. Et je vais vous montrer une cour d'école tout à l'heure, une photo qui est extrêmement parlante, mais en gros, telle que la plupart des cours d'école sont réaménagées aujourd'hui, on se retrouve, bien souvent avec 80 de la surface de la cour dédiée à un sport comme le football, alors qu'on n'a que 20 ou 30 des enfants qui participent et qui apprécient d'y jouer régulièrement. Ça veut dire qu'on apprend dès le plus jeune âge à ce que certaines activités, notamment des activités très masculines, soient dominantes dans l'espace public, s'approprient de manière totalement normale et légitime la majeure partie de l'espace public, alors que la majeure partie des autres enfants et donc des autres personnes heu, n'ont que les marges en fait de l'espace partagé et ça, c'est vraiment le questionnement de base en fait, c'est: «Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est ça qu'on a vraiment envie de perpétuer avec les enfants?» Et donc bien souvent, les équipements sportifs sont centraux, sont monopolisés par cette minorité de garçons, avec des filles qui sont reléguées aux limites, de la cour. Donc par exemple, l'image qu'on a là, c'est, une carte qui a été faite avec des jeunes en fait, hein, avec, je sais pas si là c'est une je me rappelle plus si c'est une cour de collège ou une cour, élémentaire, mais où en gros on a demandé alors c'est des troisièmes je pense, donc c'est plutôt des collégiens. Hem On a demandé aux enfants alors je vous présente tout de suite une méthodologie possible, hein, sur l'analyse de ces inégalités-là. Mais donc, des gens comme Edith Maruet-Jules ou des géographes ici, Emmanuel Gilles, vont, travailler dans des établissements scolaires, travaillent avec les enfants et leur demandent, indistinctement d'abord: «OK, bah, est-ce que tu peux me faire un dessin de ta cour?» Voilà, ou alors on leur donne un dessin, un plan de la cour telle qu'elle existe déjà. Là, c'est des compétences qu'on peut déjà commencer, à la fin du primaire, hein, ces travails-là. Les CP, c'est un peu compliqué quand même de leur demander de lire des plans et de comprendre les aspects spatiaux, et de manière très, réaliste. Mais voilà, en 6e, 5e et 4e, c'est tout à fait possible de faire ça. Et donc on leur donne ce plan-là et on leur dit: «OK, toi, dans une récréation normale, bah, où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu fais?» Et cetera. Et après souvent on compare donc, les filles et les garçons. C'est le principe, sur les études qu'on fait. Et là, bah, on a une représentation, d'un exemple, un dessin qui a été fait par un enfant, avec, donc probablement une fille en l'occurrence, qui montre, son trajet, en vert foncé, donc qui va, des casiers ou de la sortie, du bâtiment, qui va contourner, hem, par le sud, le terrain de basket, puis faire le tour, du terrain de football, puis revenir en boucle comme ça. Donc là, on a une belle illustration l'utilisation marginale d'une fille, dans une cour sportive. Sachant qu'elle a noté par ailleurs que le football, c'était utilisé principalement par des garçons. La table la table ici de ping-pong, monopolisée par les garçons également, et le basket, un petit peu mélangé quand même, filles et garçons un petit peu plus diversifiés. Voilà, donc ça, c'est un dessin parmi d'autres. Ça peut ne pas vous convaincre que c'est une tendance générale, mais en gros, c'est une tendance générale. Voilà, c'est ce qui se passe bien souvent. Heu
pour les filles qui restent sur des marges plutôt que s'approprier légitimement les espaces centraux ou avec des activités. Plus généralement, comment l'institution scolaire perpétue des inégalités? Alors, ça, c'est des choses qui sont analysées, donc je me permets de donner un petit cadrage parce que c'est généraliste aussi. Évidemment, personne dans les équipes enseignantes, dans les équipes pédagogiques, ne vont vous dire que oui, on fait des différences entre les filles et les garçons. On a tous des biais, en fait, c'est normal, tous et toutes des biais sur le fait qu'on traite ou pas différemment les filles et les garçons. Malheureusement, on a tous et toutes été éduqués dans une société sexiste avec des inégalités qui sont normalisées, tellement normalisées que la plupart du temps, elles sont invisibles. En fait, on ne s'en rend pas compte. Et ça, c'est autant valable pour les écarts de salaire que tout un tas d'autres d'inégalités, les violences subies, les opportunités d'accès à tout un tas de choses dans la vie. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Enfin, à peu près tous les sujets sont genrés, hein, quoi qu'il arrive, dès qu'on parle d'aspects sociaux. Et donc, comment l'institution scolaire joue sur la reproduction des rapports de genre inégalitaires? Et ça, c'est un document que vous pouvez trouver très facilement. Ma source, c'est le Haut Conseil à l'égalité, une étude de 2016 que je remontrerai à la fin, qui s'intitule La formation à l'égalité filles-garçons, faire des personnels enseignants et d'éducation les moteurs de l'apprentissage et de l'expérience de l'égalité. Et donc, ça se base principalement sur le travail de Nicole Mosconi, qui est vraiment une des grandes spécialistes de ce sujet-là à l'échelle nationale. Et donc, les constats qu'on fait, c'est qu'il y a des évaluations différentes, par exemple, entre les filles et garçons de la part des enseignants, enseignantes. Les commentaires sur les bulletins de notes apprécient bien souvent le travail des filles quand les garçons ont des capacités inexploitées. Donc, on a aussi toute cette perception des filles comme étant des personnes plus calmes, plus posées, plus dociles, en fait, plus à l'écoute, de meilleurs élèves au final. Et les résultats scolaires le montrent, hein, les filles réussissent mieux à l'école, mais jusqu'à un certain point et jusqu'à ce qu'il y ait ensuite aussi des orientations thématiques. Avec beaucoup de filles qui abandonnent les mathématiques, tout ce qui est sciences dures, etc. Donc, on a beaucoup d'enjeux de stéréotypes là-dessus. Les enseignants et enseignantes interagissent également plus fréquemment en classe avec des garçons, 56% des interactions. Bien souvent parce que les garçons, on tolère le fait qu'ils soient plus perturbants, plus turbulents, et on essaye aussi de les calmer en interagissant davantage avec eux. Ça s'illustre tout de suite par la question des sanctions disciplinaires qui concernent pour le coup majoritairement des garçons. 76 à 84% des élèves punis sont des garçons. Et dans certaines circonstances, même pas mal, il y a des garçons qui considèrent que finalement, chercher à cette punition, interagir avec ce système punitif, finalement, c'est une manière d'affirmer aussi sa virilité et sa masculinité. L'orientation des filles et des garçons, comme je le disais, reste extrêmement genrée. Malgré une meilleure réussite scolaire, les filles se concentrent sur un éventail bien plus restreint de formation, puis de secteur professionnel. Et évidemment, le secteur professionnel, aussi les moins bien payés, tout ce qui est autour du soin, du care, du social, etc. Moins prestigieux et socialement et moins bien rémunérés. Encore quelques constats sociologiques sur le rôle de l'école dans ces inégalités. Dans les programmes et manuels scolaires, ça c'est particulièrement édifiant. On a une représentation aussi stéréotypée des hommes et des femmes. La place des femmes est minorée, cantonnée à des rôles traditionnels. Notamment, donc il y a une étude qui a été faite sur des manuels de lecture de CP, et si les femmes représentaient 40% des personnages, elles étaient 70% de ceux qui faisaient la cuisine et le ménage, 33% seulement de celles qui faisaient du sport, et seulement 3% des personnages occupant un métier scientifique. Donc ça peut sembler être des détails, mais tout cumulé, évidemment, ça ne fait que perpétuer certaines inégalités, certains stéréotypes. Et en ce qui concerne les violences sexistes, les filles sont 2 fois plus nombreuses à déclarer avoir été la cible d'insultes relatives à leur potentiel comportement sexuel ou amoureux. Et 20% d'entre elles déclarent avoir renoncé à une tenue vestimentaire par souci de leur réputation. Voilà, donc ça c'est très générique. Alors pourquoi on intègre ces constats dans le réaménagement des cours de récréation? Vous avez compris déjà, je pense, le lien que j'ai fait au début entre genre et espace public, et évidemment, on a tout un tas de choses qui se reproduisent dans les cours de récréation. C'est pour ça que j'ai parlé de microcosme dans le titre.
Et on a un gros travail sur les stéréotypes et les croyances autour du genre à prendre en compte dans l'aménagement, dans l'architecture en général. Là, je vous mets 2 photos que j'adore, qui illustrent pour moi très bien des croyances, des stéréotypes qui sont portés par des architectes ou des aménageurs. Ici, on a un panneau d'indication qui a été mis en place en 2013, donc ça ne date pas des années 70, à l'aéroport d'Orly, où visiblement, donc les personnes qui ont réaménagé l'aéroport d'Orly ont considéré qu'il n'y avait que les femmes qui s'occupaient des enfants, des jeunes enfants, et que donc une nurserie ne serait nécessaire que dans les toilettes des femmes. Bon, ça va quand même un petit peu à l'encontre des pratiques des familles contemporaines où quand même ça se fait que les pères de plus en plus changent les couches. Mais donc si vous alliez à l'aéroport d'Orly il y a une dizaine d'années, ça restait compliqué. Alors il y a eu une petite polémique sur ce sujet-là, donc finalement ils ont réaménagé ensuite euh, cette nurserie. Et d'ailleurs vous avez sûrement constaté ces évolutions-là ces dernières années, par exemple dans les stations-service d'autoroute, hein, on voit de plus en plus d'espaces de toilettes pour les enfants au centre, entre les toilettes femmes et les toilettes hommes, et c'est de moins en moins purement orienté vers les toilettes femmes. Pour moi, ça va dans le bon sens, clairement. Et à droite, j'ai une autre image qui est particulièrement édifiante à mon goût. Donc là, on est dans la ville de Puteaux, en région parisienne. Et alors, je ne sais pas si vous voyez extrêmement bien, mais on a un parc pour enfants qui a été aménagé de manière séparée, avec de ce côté-là, à gauche, le côté chevalier, bleu, voilà, combat. Et de l'autre côté, à droite, sachant qu'il y a des petites barrières qui séparent aussi avec ces petites barrières-là, le côté princesse, fée, en rose. Voilà. Alors évidemment, il n'est pas interdit aux enfants de tel ou tel genre d'aller de tel ou tel côté de la barrière, mais on sent bien quand même que dans l'aménagement de cet espace de jeu pour enfants, il y a eu tout un imaginaire extrêmement différencié qui a été choisi volontairement avec un imaginaire masculin d'un côté, un imaginaire féminin de l'autre côté, qui est totalement en cohérence avec ce qu'on trouve dans les magasins de jouets actuels, hein, le côté bleu, le côté rose. Mais la question, c'est, voilà, là, on est sur de l'argent public, pas sur des choix d'achat de Noël personnels. Et ça veut dire que la puissance publique décide de reproduire certains stéréotypes, le fait que, voilà, les filles et les garçons, c'est séparé. On a cet imaginaire d'un côté masculin avec les chevaliers qui sont des personnages actifs, combatifs, voilà, qui sont là pour conquérir. Alors que de l'autre côté, on a l'aspect féminin, les fées, les princesses. On est là pour être jolie, pour se faire transporter dans un carrosse et pas forcément être active dans la pugnacité. Alors, moi, la petite remarque que je me fais, j'ai jamais emmené d'enfants pour faire les bêta-testeurs de cette aire de jeu, mais malheureusement, les stéréotypes sont assez vite ancrés chez les enfants. Et c'est aussi, là où on voit qu'il y a des inégalités de genre qui jouent beaucoup, c'est que ce qui est masculin reste valorisé alors que ce qui est féminin reste dévalorisé, notamment pour les enfants. Et donc, imaginons une petite fille qui irait jouer dans ce parc. Si elle va du côté rose, bon, on va dire qu'elle va du côté rose pour les filles. Si elle va du côté bleu, sûrement pas trop de remarques. Mais par contre, un garçon qui irait du côté rose, je suppose que à la fois des enfants et des adultes seraient tout à fait en capacité de lui faire des commentaires sur le fait qu'il n'a pas bien choisi le bon côté et que sa masculinité risque d'être en danger. Alors bien sûr, personne ne tournerait ça comme ça, mais il y aurait sûrement des messages qui voudraient dire ça en fond sonore. Voilà. Donc ça, c'est pour vous donner un exemple. C'est pas une cour d'école, mais c'est un espace pensé pour les enfants par une puissance publique. Et là, pour moi, voilà, c'est typiquement ce qu'il ne faut pas faire. Heureusement, la plupart des aménageurs et urbanistes sont un peu plus subtils que ça quand même et se disent que non, on va pas partir dans cette direction-là. Alors, je vous montre enfin une cour d'école strasbourgeoise, mais je sais que vous les connaissez mieux que moi de toute façon. Ça, c'est la cour de l'établissement Chaufflin dans le centre-ville avant réaménagement. Je vous montrerai après réaménagement juste ensuite. Et donc voilà, on fait des constats similaires en fait dans les cours d'école. Il y a des pratiques qui sont majoritairement masculines, telles que le football. Et là, c'est extrêmement bien illustré sur cette image. Ce n'est pas une image trafiquée, c'était comme ça que c'était avant le réaménagement. Et on a vraiment le terrain de foot au centre, avec les buts, les cages de foot qui sont là.
Et c'est très orienté, c'est monofonctionnel, hein, comme on dit en urbanisme. Il n'y a pas vraiment d'encouragement à faire d'autres types de sports, d'autres types de jeux. Et dans un sens, fixer ça au sol, c'est un peu légitimer cette pratique-là à cet endroit et probablement beaucoup plus difficile d'imposer d'autres pratiques à cet endroit-là si, si on a des petits footeux qui ont l'habitude d'utiliser ce terrain-là. Et donc, ça illustrait très bien aussi le côté marge restante, qui sont quand même, pour le coup, c'est une petite cour d'école dans un établissement un peu historique, voilà, où il n'y a pas beaucoup de place. Et donc, on voit bien les marelles qui sont sur les bords, les autres jeux, l'escargot, tout ça, qui sont sur les bordures. Et donc, tout ça, ça veut dire qu'on a une majorité d'enfants, en fait, 70 à 80% des enfants qui sont relégués à la minorité de l'espace disponible. Voilà, alors que c'est censé être un espace, la cour de récréation, d'apprentissage du partage de l'espace public, justement. Et l'école n'a pas encouragé une minorité à s'approprier la majeure partie des ressources. La nouvelle cour, elle a été pensée visiblement avec un ABF, donc un architecte des bâtiments de France, hein, avec l'aspect historique qui a été très travaillé en cohérence avec la cour. Enfin, la cour en cohérence avec l'aspect historique, plutôt, c'est l'inverse, où on a eu un travail sur les couleurs qui ont été faites de manière assez importante en lien avec la façade. Et surtout, on a ce travail donc à la fois de végétalisation. Alors, les arbres étaient déjà là, hein, mais il y a eu de l'herbe qui a été dégagée, probablement de la pleine terre. Et puis, il y a eu ce côté goudron, évidemment, qui a été supprimé pour éviter l'effet de chaleur, accumulation de la chaleur et autocuisage des enfants en été en cas de grande chaleur. Et puis, voilà, donc on travaille évidemment sur une diversité de couleurs de sol qui absorbent moins la chaleur et qui font moins cet effet îlot de chaleur. Et donc, le choix a été fait carrément de supprimer tout espace sportif clairement délimité et au profit de quelque chose de beaucoup plus géométrique qui laisse libre cours à l'interprétation totale. Je ne sais pas comment les enfants utilisent ce sol et est-ce qu'ils y font attention concrètement. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a quelques temps, il y a une adulte qui était dans une des formations qui disait: «Ah, mais je suis passée à cette école pas plus tard qu'il y a 1 ou 2 jours et j'avais pas du tout fait attention à ce sol, j'y ai prêté aucune attention». Je ne m'étais pas rendu compte que c'était un sol un peu original, géométrique, artistique, et cetera. Bon, je pense que les adultes et les enfants n'ont pas forcément les mêmes focus d'attention. Les enfants sont peut-être un peu plus dans le moment présent et dans ce qui les entoure, j'espère encore. Et donc voilà, j'aimerais bien observer en fait comment les enfants utilisent cette cour d'école, mais a priori, il y a quand même beaucoup moins d'incitation et surtout de légitimation à ce que le foot soit l'activité principale de la cour tout le temps, tous les jours. Ça ne veut pas dire que c'est interdit de faire du foot en fait, absolument pas. Mais là, il y a peut-être des négociations plus faciles avec les enfants sur une meilleure répartition des activités et diversité des jeux à faire. Alors, que ce soit pendant les temps de récréation de la journée ou avec les équipes périscolaires qui peuvent les encadrer à d'autres moments en fin de journée, par exemple. Donc voilà, s'il y a des notions clés à retenir, l'espace urbain est inégalitaire. Les femmes et les hommes n'ont pas le même usage et droit à la ville. Deuxièmement, la cour de récréation reflète déjà ces inégalités. Jusqu'à aujourd'hui, on normalisait l'accaparement, j'espère que c'est un bon mot, de la majeure partie de la cour par une minorité d'enfants, en l'occurrence des garçons, souvent qui aiment le foot et qui sont les plus grands de la cour de récréation. Et troisièmement, le réaménagement des cours d'oasis égalitaires est une opportunité parce qu'encourager à la fois les enfants, mais aussi les adultes qui les encadrent en fait, en les sensibilisant à ces sujets-là, en leur proposant d'autres activités, d'autres appropriations de l'espace, d'autres partages de l'espace, peut-être des jeux collaboratifs notamment. Ça aide à prendre conscience des inégalités filles-garçons. Tout le travail d'accompagnement avec les comités de cours, et cetera, tout ça, c'est un travail collectif qui est fait avec les parents, les enseignants, mais aussi un peu avec les enfants. Donc c'est le moment aussi pour prendre conscience de quelles pratiques actuelles on a qui sont inégalitaires, de les mesurer, pourquoi pas, avec les exercices de cartographie tels que j'ai montré tout à l'heure, mais je pourrais développer tout à l'heure d'autres exemples parce que je sais que ce sont des questions que vous attendez. Et moi, j'ai vraiment espoir que prendre conscience des inégalités qu'on peut trouver dans la cour d'école
ce soit pour l'espace sportif, mais en fait, il y a d'autres enjeux. Il y a l'accès aux toilettes, par exemple. On sait que les enfants, beaucoup d'enfants, énormément d'enfants se retiennent d'aller aux toilettes à l'école pour des questions de propreté principalement, mais aussi de sentiment de sécurité, et qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus, sur le sentiment de sécurité et sur la propreté dans les toilettes. Et ça a beaucoup d'impact. Et voilà, je pense que vraiment, travailler dès la base sur la culture égalitaire des filles et des garçons et aussi de toutes les équipes éducatives, c'est se préparer à un avenir plus égalitaire. Et sincèrement, moi, j'ai l'espoir que ça ait vraiment un impact sur les pratiques sportives, les pratiques d'appropriation spatiale des espaces publics en général, de jour, de nuit, etc. Et j'ai hâte de voir toutes ces générations d'enfants être des adolescents puis des adultes et voir ce que ça donne dans 15 ans, 20 ans, voir si on peut mesurer ça sur les différences d'utilisation des espaces publics par la suite. Je vous donne tout de suite les références si vous voulez aller plus loin. Donc, je vous ai cité le travail d'Edith Maruet-Jules tout à l'heure sur sa thèse, notamment qui date déjà d'il y a une quinzaine d'années. Mais l'année dernière, en 2022, elle a publié ce livre qui s'appelle Faire-le égal, penser les espaces à l'école pour inclure tous les enfants, qui est extrêmement riche, qui est très rapide à lire, hein, vraiment en 2 heures, bien fâché, on a fini. C'est vraiment extrêmement concret, très illustré, avec des méthodologies disponibles à l'intérieur. Donc voilà, je ne vais pas m'accaparer son travail, je vous incite vraiment à aller lire ce livre qui est d'utilité publique. Il y a d'autres ressources qui existent. Mathilda.éducation, c'est un site qui a été mis en place par l'Éducation nationale, il me semble, où vous avez plusieurs vidéos assez courtes, entre 5 et 10 minutes, 15 minutes, qui parlent de ces thématiques-là. Donc, la cour de récréation, la conquête de l'espace dans le sport, l'égalité dans l'espace public, Égalicrèche, parce que le sujet commence dès la naissance, à vrai dire, hein. Et repenser une cour d'école plus égalitaire, ça, c'est pas sur Mathilda Éducation, mais sur le site de la ville des Lilas, également en région parisienne, où il y a un petit film qui a été fait suite à leur processus également de cour oasis égalitaire. Voilà, là, vous avez plein de petites vidéos. Une autre analyse qui concerne le secondaire, cette fois-ci, mais je pense que c'est intéressant de se poser la question de la crèche jusqu'au campus universitaire, en fait, hein. Les espaces scolaires du secondaire au prisme du genre, ça a été fait par le Centre Hubertine Auclair, qui est le centre de ressources à l'égalité en Île-de-France, en région Île-de-France. Donc voilà, également assez rapide à lire, très concret, avec des constats, des chiffres, etc. Et enfin, ça j'en ai déjà parlé, ce guide du Haut Conseil à l'égalité qui date de 2016-2017 sur la formation à l'égalité filles-garçons, faire des personnels enseignants et d'éducation les moteurs de l'apprentissage et de l'expérience de l'égalité. Parce que oui, c'est bien d'encourager les enfants à avoir des usages égalitaires de la cour, mais si nous, en tant qu'adultes, on n'est pas cohérent avec le projet, bah forcément, on va pas atteindre le maximum des capacités de ce projet-là, en fait. Donc, c'est très important. C'est autant une opportunité pour les enfants que pour nous, les adultes. Enfin, moi, je ne fais pas partie d'une équipe éducative, mais en tant qu'urbaniste et aussi voilà, qui accompagne des gens qui travaillent sur des cours d'école, voilà, c'est vraiment à tout le monde de se remettre en question et de capter les bons réflexes, en fait, les bonnes questions à se poser sur ah, tiens, dans ma pratique actuelle, que ce soit le dessin de la cour d'école ou l'accompagnement de la cour d'école, l'accompagnement à l'appropriation des cours d'école par les enfants, est-ce qu'il y a des choses que je fais que j'ai l'habitude de faire, que j'ai jamais questionnées et qui peut-être ne sont pas égalitaires, qui vont faire des différences entre les filles et les garçons ou entre d'autres types d'enfants, hein, les grands, les petits, ou qui vont plus encourager leur esprit de compétition au détriment d'un esprit collaboratif. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'apporter aux enfants et comment je peux utiliser la cour réaménagée dans mon établissement pour en tirer le meilleur parti et voilà, développer ces valeurs de coopération, d'égalité, de partage équitable, etc., dont on peut difficilement ne pas être d'accord avec ces valeurs, a priori. Et donc, voilà, c'est vraiment à tout le monde de se poser des questions, autant aux enfants qu'aux adultes. Voilà, j'ai fini de parler. Je suis prête à répondre à toutes vos questions maintenant et on a encore un bon moment pour échanger. Bonsoir. Alors, je vais essayer de lancer la conversation en espérant que d'autres aient d'autres questions après. Merci tout d'abord pour cette présentation, c'était très intéressant. Et j'aurais simplement une question. Est-ce que j'imagine que c'est trop tôt encore pour voir un retour des effets positifs
de la végétalisation des cours sur la façon dont les cours sont utilisés par tous les enfants du coup? Je vais peut-être laisser Jean-Charles répondre en premier. Peut-être je compléterai ensuite. Enfin, je sais pas. Oui, alors, pour l'instant, on n'a pas encore fait d'évaluation de vraiment de comment cette végétalisation peut influer sur les rapports sociaux dans les cours d'école. On a eu des étudiants d'une licence professionnelle en sociologie qui ont fait des observations euh, après travaux, mais on n'a pas des avant-après dans une même cour d'école. Et effectivement, c'est bien des éléments d'évaluation de cette action publique qu'on souhaite mettre en place en faisant des observations avant travaux. Et ça, pour ça, Lucille Biarrot nous a aidé à mettre en place des différents outils, que ce soit transposer la marche exploratoire au sein de l'enceinte scolaire, au sein de la cour, développer des grilles d'observation. Voilà, donc on essaye comme ça d'avoir différents outils d'observation avant travaux, puis ensuite redéployer les mêmes méthodologies après travaux pour vraiment évaluer l'impact que peut avoir le réaménagement d'une cour. Mais voilà, on sent quand même qu'on va dans le bon sens parce qu'on casse la géographie traditionnelle d'une cour déjà d'emblée. On crée plein de nouveaux espaces dans la cour, plein de nouvelles propositions d'usage. Et donc l'aménagement ne fera pas tout, c'est certain. Et c'est pour ça qu'on complète l'aménagement par de l'accompagnement. Donc ces sensibilisations, comme on fait aujourd'hui à travers un webinaire, mais également des formations auprès des équipes périscolaires et auprès également des enseignants lorsque les circonscriptions proposent au plan de formation des enseignants ce thème de l'égalité. Bon, ça, c'est un biais très, très récurrent hein, dans la mise en œuvre de projets égalitaires dans les espaces publics, que ce soit des cours d'école ou autres. On se rend compte bien souvent qu'on n'a pas mesuré les pratiques avant. Et donc, des fois, on essaie de mesurer après, mais c'est difficile d'avoir ce comparatif. Donc là, on est en train de mettre ça en place. Et enfin, la ville, avec Jean-Charles Guimard en particulier, est en train de mettre ça en place pour qu'on ait vraiment une mesure concrète dans plein d'écoles différentes de ces évolutions et de pouvoir vraiment dire à la fin, bah, ça marche pas, ça marche, ça marche pas, etc. C'est vraiment, je pense, une démarche d'amélioration constante et donc il y a des choses qui n'ont pas forcément été mises en place dès le départ qui sont en cours. Très bien, merci beaucoup. Bonsoir, je me permets de vous poser une question. Donc, Christelle Vider, adjointe à la maire en charge des droits des femmes et d'égalité entre les femmes et les hommes. Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement claire et très complète. Alors, que ce soit en conseil municipal ou dans la presse ou lors des rencontres avec les parents d'élèves, lors des conseils d'école, on voit poindre quand même des propos qui sont des propos inquiétants, avec des titres comme par exemple dans les DNA, on a pu voir rendre les cours des récré moins masculines ou déviriliser les cours de récré. Et dans les propos et les échanges, on a cette impression, enfin, les médias, l'opposition et les parents d'élèves ont l'impression qu'on note quelque chose avec ces propos hein, comme moins masculines, dévirilisés. Et si vous aviez à choisir le titre dans la presse locale ou à répondre à ces inquiétudes, comment est-ce que vous présenteriez le projet? C'est une bonne question. Alors, c'est vrai que ça peut très, très vite partir sur des interprétations un peu fallacieuses et très légères, on va dire, du sujet. Enfin, là, vous voyez, je vous en ai parlé pendant 1 heure, mais on pourrait en parler encore pendant longtemps. Et évidemment, les personnes qui sont un peu contre ce type de projet ont tendance à les caricaturer, hein, globalement. Donc ça, c'est valable pour les cours d'école, mais pour tout projet féministe, hein, il me semble.
Donc, moi, je pense que ce qui compte le plus, c'est à mettre en avant, et ce que j'ai fait là dans mon exposé, c'est de dire que est-ce que c'est normal d'avoir une minorité d'enfants qui utilisent la majeure partie de l'espace? Est-ce que ça semble juste, peu importe qu'on soit des filles et des garçons? En l'occurrence, c'est le cas que ce sont des garçons, mais on n'est même pas obligé d'aller jusque-là. Et si on pose cette question très ouverte en ne disant pas pour quelle activité c'est, les gens sont, enfin, quasiment 99% diront bah non, il faudrait que tous les enfants partagent tout l'espace, etc. On est d'accord. Bon, je pense que ça, c'est pas trop, c'est pas une hypothèse trop abusive. Mais donc, à partir du moment où on fait le constat qu'une minorité d'enfants utilise la majeure partie de l'espace, il y a quelque chose à faire. Et donc là, en l'occurrence, oui, c'est la pratique du football la plupart du temps qui monopolise l'espace. Donc, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on ne peut pas trouver un autre mode de fonctionnement? L'inquiétude que j'ai souvent entendue ou lue dans la presse également, c'est vous voulez interdire le foot. Ça, c'est souvent l'argument, enfin, qui n'est pas vraiment un argument, mais qui est une espèce de jugement définitif en mode vous êtes contre le foot, vous êtes contre les classes populaires, limite, voilà, qui aiment le foot, etc. Non, en fait, la question c'est, on peut totalement jouer au foot dans une cour d'école, mais est-ce qu'il faut que ce soit l'activité principale qui prenne la place à toutes les cours de récréation, toutes les récréations? Non. Donc, dans son livre, Edith Marié-Jouls propose tout un système de calendrier dans la semaine avec des créneaux, en fait, et qui peut même être négocié avec les enfants, en fait, qui ça peut être un projet participatif où on les investit, et tout un système de fiches de jeu aussi où les enfants rédigent des fiches de jeu variées. Et il y a un système après de tirage au sort. Alors tel jour, c'est pratique libre. Donc si on veut faire du foot, on peut. Tel jour, c'est pratique libre mais sans ballon. Donc le foot, ce ne sera pas du foot. Voilà. Ou alors il y a vraiment un créneau foot dans la semaine ou un ou deux selon la taille de la cour, etc. Mais il faut que ce soit équitable en fait, tout simplement, par rapport à la surface que ça prend et au temps que ça prend sur toutes les temps de récréation. Et voilà, la question, c'est pas de supprimer le foot, mais c'est juste de dire ça n'a pas à être le monopole. Enfin, tout simplement. Il faut que ça soit remis à sa juste place. Mais bon, voilà, ça fera un titre de journal un peu long. Mon problème, c'est que je suis pas toujours très forte pour trouver des phrases catchy pour les journalistes. Si je peux compléter un point, puisque je suis Élodie Cordier, Éco-Conseil, et on accompagne la concertation sur ce projet de végétalisation. Et on a des temps, et notamment un atelier avec les enfants. Et il y a des cas de figure, en effet, où les filles nous disent bah, nous aussi, on joue au foot, on veut garder le terrain de foot. Donc ça, c'est pris en compte au moment où ils l'indiquent. Ce qui est favorisé, en revanche, c'est plutôt un terrain multi-activité qui a été développé par un ancien conseiller pédagogique départemental spécialisé dans l'EPS qui a développé ce terrain multi-activité qui permet non seulement de faire du foot, mais aussi de faire plein d'autres types de jeux, ballon prisonnier, etc. Et du coup d'ouvrir en fait. Donc on propose ça aux enfants, on leur présente cette option-là en disant voilà, vous pourrez jouer au foot, mais vous pourrez faire aussi d'autres jeux, ce qui permet d'inclure aussi les autres enfants, garçons ou filles, qui n'ont pas forcément cette appétence pour le foot. Mais on a des écoles où des filles ont dit mais nous on veut absolument garder le terrain de foot. Alors du coup c'est trouver une solution qui permette d'avoir quelque chose qui ouvre un peu le champ des possibles, sans exclure le foot, mais en intégrant d'autres sports. Et voilà. Après, c'est sûr qu'il y a des enjeux de végétalisation qui font que ces terrains-là ont vocation à être plus petits, généralement, et pas central, quoi, pour pas accaparer la cour, quoi. Donc ça dépend aussi de la superficie de la cour. Voilà. Voilà, donc on est vraiment sur une question du partage, un meilleur équilibre, en fait, tout simplement. Moi, j'ai une question au sujet des formations qui sont déployées. Parce que vous l'avez justement dit, hein, et vous connaissez sans doute l'objection qui est très souvent faite de la part des professionnels de l'éducation, c'est de dire oui, ces choses sont observées, mais pas dans ma cour de récréation. C'est-à-dire que moi, en tant que professionnel de l'éducation, je ne constate aucun
aucun problème d'égalité et de mixité dans ma cour de récréation, donc c'est peut-être vrai ailleurs, mais pas chez moi. Est-ce qu'il y a une dimension d'observation participative ou est-ce que voilà, est-ce que ça fait partie de cette formation? Absolument. En fait, c'est normal quand on n'est pas sensibilisé à ce sujet d'y être un peu aveugle. On a tous et toutes ce biais avant de découvrir la question d'égalité et de féminisme et d'autres enjeux, hein, bien sûr. Quand on n'est pas soi-même confronté à certains enjeux, on ne les voit pas. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, on est dans une société sexiste et inégalitaire, donc il y a tellement de choses qui nous semblent normales qu'on ne les voit pas. Et c'est pour ça que il y a des gens qui font des études scientifiques de sociologie, d'urbanisme, d'histoire, etc., pour mesurer les phénomènes de manière méthodique, reproductible et totalement transparente. Donc c'est vraiment ce type de méthodologie avec Jean-Charles Guimard qu'on essaye de mettre en place et qu'il essaye déjà de mettre en place avant que j'arrive. Je ne suis pas du tout responsable de ça. Mais voilà, c'est vraiment de dire, ok, vous pensez que votre cours est égalitaire, c'est super, on va enfin avoir un exemple mondial en exclusivité. Donc, allons observer ce qui se passe. Et là, on peut faire... Alors, bon, évidemment, avec les enfants, il y a toujours le droit à l'image qui est un peu délicat. Donc, on peut faire des analyses avec des photos ou des vidéos, mais c'est toujours un peu compliqué. Mais faire de la cartographie avec des analyses, comme ont pu faire plusieurs stagiaires auprès de Jean-Charles, où ils observent vraiment plusieurs récréations, ils sont plusieurs observateurs positionnés dans la cour. On a le plan de la cour, on note son positionnement, de quelle heure à quelle heure on a observé, qu'est-ce qui se passait. Alors, il y a plusieurs façons d'observer, ça dépend ce qu'on veut savoir. Est-ce que quels usages les enfants ont de tel ou tel infrastructure. Est-ce que le toboggan, on peut observer juste le toboggan pendant 15 minutes, par exemple, ou le terrain de sport pendant 15 minutes? Ou est-ce qu'on veut une vision globale de la répartition des filles et des garçons dans la cour? Enfin, voilà, ça dépend qu'est-ce qu'on cherche comme réponse exactement. On peut observer plusieurs choses de plusieurs manières, mais voilà, on peut faire de la cartographie, on peut faire des comptages. Alors, dans une cour d'école, c'est pas forcément le plus pertinent, mais nous, quand on fait, enfin, c'est très clair, quand on fait des études d'usage d'espace public homme-femme, on se positionne tout bêtement à des points stratégiques pour comptabiliser piétons et vélos notamment. Et on a des petits compteurs, tac, 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 homme-femme, et on fait des séances 10 minutes, et on le reproduit plusieurs fois à plusieurs moments de la semaine, plusieurs moments du jour et de la nuit, etc., pour comparer en fait. Et donc comme ça, on est arrivé à faire des comptages de plus de 9000 personnes autour de la gare Montparnasse, par exemple. Et là, ça veut dire quelque chose d'un point de vue statistique. Donc on peut totalement adapter ces méthodologies-là à des espaces scolaires qui sont beaucoup plus restreints sur des temps bien précis, etc. Donc il y a ces systèmes de photographie, de vidéo, de cartographie. Il y a l'aspect participatif avec les enfants, où on peut leur demander, selon leur âge évidemment, quelles activités tu fais dans la cour. Voilà. Est-ce que tu veux le dessiner? Est-ce que tu veux le cartographier? Ça, il faut s'adapter à l'âge, bien sûr. Et on peut même leur apprendre la méthode scientifique de l'observation sociologique, anthropologique presque, de leur dire, OK, alors on va à la cour de récréation, vous allez observer l'autre classe en train de jouer, et puis vous nous dites quel constat vous faites, combien de filles, combien de garçons sur le terrain de sport, sur tel ou tel jeu, sur tel ou tel endroit. Qu'est-ce que vous constatez? Est-ce que vous voulez... Il y a la méthode, par exemple, aussi c'est pas la course-poursuite, mais c'est la filature, où on prend quelqu'un et on suit cette personne pour voir où elle va pendant quelques minutes. Bon, éthiquement, c'est toujours discutable, mais c'est pas forcément mauvais. Ça dépend ce qu'on cherche, encore une fois, la question qu'on se pose. Mais voilà, et donc c'est super parce qu'on peut initier les enfants aussi aux méthodes scientifiques et leur expliquer quelle est la différence entre une croyance, entre une impression et entre une connaissance méthodique, produite de manière méthodique et qui est plus difficilement récusable en fait. D'autant plus qu'on a fait le constat à de multiples reprises, à divers créneaux, que ça a pu être fait par plusieurs personnes différentes qui ont peut-être des idées différentes, mais qui ont mesuré de la même manière et donc
On peut dire qu'il n'y a pas forcément de biais dans ce cas-là. Enfin bref, voilà, il y a plein de choses qu'on peut apprendre aux enfants aussi comme ça. Et donc ces méthodes, on les a partagées notamment avec Jean-Charles, avec des équipes périscolaires qui étaient intéressés, mais qui n'avaient pas forcément le temps beaucoup de mettre ça en place pendant leur propre travail. Mais ça leur a quand même permis de remarquer des choses, des interactions aussi. Ça peut être de l'observation qualitative. Remarquer que, ah tiens, j'ai tel collègue qui dit souvent, les garçons font ceci, les filles font cela. Bon, je suis allée le voir ou la voir pour lui dire, est-ce que tu penses que c'est vraiment la meilleure façon de faire? Est-ce qu'on pourrait pas dire tout le monde ou les enfants à la place, peut-être pour encourager plus les filles à venir avec toi faire du foot ou les garçons à faire de la danse, voilà, et faire en sorte d'ouvrir un peu l'option des possibles à tout le monde, quoi. Donc il y a plein de méthodes, ça dépend des sujets qu'on veut traiter et on peut les rendre participatifs, ça c'est super. Merci beaucoup. Je voulais apporter un témoignage puisqu'il m'est arrivé de former des collègues professeurs sur des questions d'égalité, notamment sur la répartition de l'oral en classe. Et ici, depuis des décennies, et de nombreuses études dans de nombreux pays montrent que l'oral est occupé grosso modo à 2 tiers par les garçons, 1 tiers par les filles. C'est ce qu'on peut constater dans de nombreux domaines, soit le conseil municipal ou une quelconque réunion. Et bien sûr, il y a eu beaucoup de scepticisme de la part des collègues qui suivaient cette formation, et je leur ai conseillé d'aller faire ces comptages en toute diversification. Et certains sont revenus en disant mais c'est totalement affolant. Il y a eu des professeurs qui ont compté 90% de prise de parole de la part des garçons dans certains cours. Et c'est sûr que c'est cet aspect-là qui a fait basculer leur façon de considérer le sujet et de voir qu'il y avait un sujet et qu'il fallait de ce fait agir. Mais tant qu'on ne fait pas le constat par soi-même, c'est dur à croire en fait. Et c'est pour ça que c'est très important de partager les outils pour mesurer par soi-même, parce que c'est que comme ça que les gens sont vraiment convaincus à la fin. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Des personnes présentes? N'hésitez pas sur le chat, c'est l'occasion. Après, en visio, en replay, vous n'aurez pas la possibilité de poser vos questions, donc c'est maintenant. Est-ce que certaines études ont quantifié l'utilisation par genre des espaces renaturés dans les espaces publics et ou en cours d'école? C'est en cours en fait, c'est vraiment le travail en cours fait notamment par un projet tutoré l'année dernière avec Jean-Charles Guimard et toute une équipe d'étudiants. Et donc voilà, c'est vraiment en cours d'analyse mais il n'y a pas forcément de comparaison avant-après, c'est ça qui manque. Donc c'est difficile à dire pour l'instant. Ils sont en train d'essayer de produire, Jean-Charles est en train de chercher les meilleures méthodes pour produire des données exploitables avant-après. Parce qu'évidemment, il reste plein d'écoles encore pas réaménagé, donc ce serait plutôt intéressant d'avoir des données avant-après. Donc c'est en cours. Et ça, c'était la question de Nicolas. Et la question de Marianne, c'est un constat. Ce que je constate, c'est que quand il y a des dessins au sol pour permettre plusieurs sports, on retrouve la problématique de 20% des enfants qui jouent dans l'espace central et les autres qui sont autour. Les dessins sur le sol Pour permettre plusieurs sports. Ok. C'était en écho au terrain multi-activité. D'accord. Alors, pour revenir sur l'histoire du sport en général, une des tactiques qui est utilisée pour encourager l'appropriation féminine des espaces sportifs en libre accès, c'est en fait de réencadrer la pratique sportive en proposant des coachings le samedi matin. Voilà, on vient, on a besoin de s'inscrire, etc. Pour qu'il y ait une forme de travail de groupe sur l'appropriation des agrès sportifs, par exemple, ou qu'il y ait une association, je sais pas, de pratique de basket féminine qui viennent sur un city-stade et qui impose un peu sa présence avec des filles pour jouer. Et en fait, je pense que malheureusement, dans les cours d'école qui viennent d'être fraîchement réaménagés, il faut quand même se dire qu'il y a un peu l'historique préalable qui existe,
que les enfants et les adultes n'oublient pas instantanément à quoi ressemblait la cour avant. Donc, on ne veut pas forcément instantanément changer leur pratique non plus. Et d'autant plus quand on a des personnes qui encadrent les activités sportives ou de loisirs des enfants, qui aiment bien certains sports, qui sont très axés sur certains sports et tout, qui n'ont pas trop envie, voire qui râlent parfois parce qu'on leur a enlevé les cages de foot ou de équivalent. Et donc, c'est là où l'accompagnement est important de la part des adultes quand même. Enfin, donc, c'est important que les adultes soient eux-mêmes et elles-mêmes formés et sensibilisés au sujet et prêts à faire quelque chose. Parce que l'usage spontané, voilà, c'est un des grands enjeux en urbanisme féministe, hein, on me dit toujours, mais c'est pas l'urbanisme qui va régler les problèmes d'inégalité et de sexisme. Non, absolument. On peut faire le projet d'espace public le mieux pensé du monde, avec des toilettes, avec des bancs d'allaitement, des espaces pour les enfants, des assises pour les personnes âgées, que ce soit accessible aux personnes à mobilité réduite, que ce soit une ambiance chaleureuse et sympathique avec de la lumière agréable, mais qui protège la faune et la flore la nuit, etc. Bref, imaginez l'espace parfait. Et on ne forcera pas les gens à l'utiliser de manière égalitaire de toute façon. Ça, c'est pas possible. Donc, c'est plus comment l'aménagement peut éviter d'encourager certaines choses ou accompagner certaines pratiques plus égalitaires, mais dans le fin mot, à part... alors, pour les espaces publics, c'est plus compliqué, mais pour les cours d'école, peut-être c'est plus facile si on accompagne avec l'encadrement. On ne pourra pas forcer à ce que tous les usages soient égalitaires à 100% du temps, parce que on a beau faire ces petits laboratoires de l'égalité dans les cours d'école aujourd'hui, les enfants, ils continuent quand même à voir le reste du monde inégalitaire et voilà, ce sont des éponges et malheureusement, ils et elles apprennent de tout ce qui se passe. Donc, voilà, on peut au moins se dire l'école est un lieu d'apprentissage de l'égalité. C'est déjà un incroyable avancement et c'est une première phase, une suite, je ne sais pas. Mais voilà, chacun dans son domaine, l'urbanisme, l'éducation nationale, la politique, les architectes, etc. Tout le monde a quelque chose à faire dans son domaine. Et voilà, l'urbanisme, l'architecture ne vont pas régler tout, mais c'est qu'est-ce que nous, on peut faire dans notre pratique professionnelle pour au moins éviter d'aggraver la situation ou de faire des zones chevalier-princesse, etc. Marianne a également commenté en disant j'aime bien l'idée des fiches jeux, peut-être on parle d'affordance aussi, le fait de laisser un espace libre sans y appliquer des règles particulières. Je ne sais pas si c'était cette idée-là avec les fiches jeux, mais d'ouvrir le champ des possibles. Ok. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais, ok, j'ai enfin réussi. Non, l'idée des fiches jeux, c'était pas ça, c'était ce que disait Madame Messelli, c'était plus l'idée de tirer au sort des fiches jeux et de dire aujourd'hui c'est jeu libre, aujourd'hui c'est jeu de ballon, aujourd'hui c'est voilà, justement pour ne pas laisser. Enfin, ce que moi je vois dans les cours d'école ou dans les endroits où il y a des choses où il y a plusieurs possibilités, c'est qu'en fait, quand on laisse les enfants faire, il y a toujours un groupe dominant qui est généralement le même, qui va s'approprier l'espace. Alors, c'est vrai que souvent, c'est du foot, mais ça peut ne pas être du foot, mais ça va être souvent le même groupe d'enfants qui a une personnalité un peu plus forte, qui va prendre le dessus. Et je trouve que c'est justement, particulièrement à l'école, c'est là où l'école doit être attentive à laisser de la place aux enfants qui sont peut-être plus timides ou qui n'osent pas s'affirmer devant ces enfants-là et qu'ils n'aient pas dès tout petit le schéma de toute façon, moi, ça ne sert à rien que j'essaye parce que je n'ai pas ma place, je ne suis pas un leader, je ne suis pas un fort, je ne suis pas ce qu'on appelle communément les grandes gueules. Et je trouve bien qu'on ne leur apprenne pas ça dès l'espace public, mais qu'au contraire, on apprend aux grandes gueules à faire de la place à ceux qui sont peut-être plus en retrait et à ceux qui sont en retrait à oser dire ce qu'ils ont envie de faire, ce qui n'est possible que s'il y a un adulte qui intervient et par ce système de fiches-jeux ou autre. Parce que devant les autres, ils ne vont pas oser s'affirmer, en fait. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Ok. Merci. On a une animatrice périscolaire qui nous avait partagé une de ses pratiques que je trouvais super intéressante.
elle disait, bah, moi, quand j'ai un groupe, voilà, 10, 15 enfants, je leur demande tous et toutes qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. S'il y a quelque chose de vraiment unanime, voilà, on choisit ça. Sinon, si c'est un peu varié et qu'il n'y a pas vraiment d'accord, en général, je laisse choisir par la personne la plus timide, l'enfant le plus timide du groupe. Et elle, c'était sa méthode, sa méthode pour justement varier un peu les activités. Je trouve ça intéressant. Je voulais rebondir sur le propos qui vient d'être tenu, et vous l'aviez aussi souligné dans votre présentation, c'est que la domination de certains groupes est assez évidente. Vous aviez souligné par exemple le fait que les enfants les plus âgés vont par exemple avoir une domination sur les enfants, donc les CM2 sur les CP. Et moi, c'est ce que je constate dans le collège où j'exerce. Il y a une pratique libre du basket qui est presque unanimement masculine. Et quand j'interroge les élèves, notamment des filles qui sont en section sport-études basket, donc qui ont toutes les aptitudes pour jouer au basket, elle me dit, mais madame, il n'y a pas que les filles qui sont exclues de fait, il y a aussi les garçons les plus jeunes et même les garçons les moins expérimentés. C'est-à-dire que on arrive finalement à un résultat de triple domination, les plus âgés, les plus expérimentés et les garçons. Et c'est voilà, ça c'est ce qu'entraîne la pratique libre le plus souvent. Oui, il y a toute la hiérarchie qui se remet en place. C'est assez spontanément. Mais bah, du coup, voilà, une des tactiques proposées dans le livre d'Edith Marie-Jules, c'est le tirage au sort des équipes. Voilà. Donc, tous les enfants qui ont envie de jouer mettent leur étiquette dans le bac, et puis après, c'est tirage au sort, et c'est pas ah, toi. Voilà, c'est le hasard, et n'importe qui a le droit de jouer, peu importe le niveau, etc. Voilà, c'est plein de petites tactiques, donc je vous incite vraiment, vraiment à aller lire ce livre qui est très, très accessible et plein de bonnes idées. S'il y a une dernière question, on peut la prendre. Sinon, nous allons clôturer ce webinaire. C'est le moment d'ouvrir vos micros. Bon, en tout cas, il y a des merci dans le chat. D'autres personnes qui ont dû s'éclipser plus tôt ont dit conférence intéressante, merci à vous, bonne soirée. Et même très intéressante. Et donc, voilà, si vous avez des retours à faire, n'hésitez pas. Sinon, je vous ai indiqué dans le chat le lien de l'enquête, et puis le support de présentation sera partagé sur l'espace Oasis Synergie auquel ont accès les comités de cours des écoles concernées par la démarche Cours Oasis entre 2020 et aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas pour votre écoute. Merci, bonne soirée. Oui, Merci à pour vous. l'invitation également. Merci, Et bonne vos soirée. conseils.